bien, bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bienvenue sur le webinaire Café Lecture présenté aujourd'hui par Élodie Montaigne qui nous offre une revue bibliographique des soins infirmiers transitionnels aux personnes âgées porteuses de plaies chroniques. Élodie est infirmière libérale à Brocéliande, mais également co-responsable du diplôme d'État d'infirmière en pratique avancée à Rennes Université 1. Avant de commencer ce petit webinaire, j'aimerais vous rappeler que l'atelier est en accès écoute seul, mais vous pouvez poser vos questions en les saisissant dans le panel menu questions. Nous pourrons les consulter et y répondre à l'issue de la présentation d'Élodie. Donc, ce webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Vos questions donc impliqueront la diffusion de vos noms, prénoms et éventuellement fonctions et de toute autre donnée que vous auriez bien voulu communiquer à cette occasion. Et de ce fait, vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion et par conséquent, les informations associées au droit d'enregistrement sont détaillées pour plus ample information dans le document partagé autorisation webinar. Voilà, pour l'heure, je vais céder les droits de présentation à Élodie pour une présentation de 20-25 minutes, à l'issue de laquelle on pourra réaliser un certain nombre de questions. Élodie, je pense que tu as les droits d'auteur et que tu peux partager ta présentation. C'est bon, je pense. Donc, bonjour à tous et puis merci Régis pour ton invitation à partager cette revue de littérature. Donc, effectivement, je suis infirmière libérale depuis maintenant 11 ans. J'exerce dans une maison de santé pluriprofessionnelle particulièrement dynamique et motivée pour développer tout ce qui est exercice coordonné. Donc, c'est la MSP de Brocéliande qui est située à une trentaine de kilomètres de Rennes. Donc, cette revue de littérature, elle est liée au travail de recherche que j'ai conduit dans le cadre de mon Master 2 en gérontologie. La problématique dans laquelle s'intègre cette revue de littérature, c'est la suivante. Alors, lorsqu'une personne âgée sort d'hospitalisation pour rentrer à son domicile, elle va expérimenter une transition de type santé. Donc, c'est-à-dire qu'elle va passer d'un milieu de soins à l'hôpital à un autre, les soins primaires. Ce sont deux milieux complètement différents dans leur organisation et également où même la place du patient n'est pas forcément définie de la même manière. Donc Mélisse, qui est chercheuse en sociologie et en sciences infirmières, a élaboré la théorie intermédiaire de la transition, qui dit notamment que durant ces transitions, les personnes âgées sont plus vulnérables aux risques pour leur santé. Donc elles vont devoir mettre en place une stratégie d'adaptation pour maintenir leur niveau de santé. Ça pourra, par exemple, nécessiter pour elles d'apprendre et d'adopter de nouveaux comportements. Donc, on comprend que plus on est âgé et plus ça peut être difficile d'acquérir des nouveaux comportements et de changer ses habitudes de vie. Alors, ce que dit Mélisse, c'est que accompagner les personnes dans leur transition, garantir la continuité de leur trajectoire de santé, c'est une fonction importante des soins infirmiers. Et donc que les infirmiers sont les professionnels de santé les mieux placés pour effectuer cet accompagnement. Je mentionne aussi cette étude connue de Jenks et al. Qui ont montré qu'après une hospitalisation, il existe des risques importants pour les personnes âgées, surtout lorsqu'elles sont atteintes d'une, mais souvent de plusieurs pathologies chroniques, puisqu'on a souvent des personnes âgées polypathologiques avec des risques de réhospitalisation et même une mortalité élevée. Donc, ma problématique, je l'ai aussi tirée de mon expérience de terrain. Quand j'exerçais à l'hôpital, dans des services qui accueillaient des personnes âgées, on préparait leur sortie, leur retour à domicile, on essayait d'anticiper en équipe. Et j'avais l'impression de bien faire les choses et toute l'équipe aussi. Une fois en libéral, quand j'ai eu à soigner des gens qui revenaient chez eux, des personnes âgées qui revenaient chez elles, après une hospite, j'avais l'impression en fait qu'on les avait expédiés sans aucune anticipation. Alors que non, à l'hôpital, ils continuaient de faire comme je l'avais fait auparavant, la plupart du temps. Je ne parle pas de
certains hôpitaux peut-être qui travaillent moins la question, mais en tout cas, dans les services à orientation gériatrique où on accueille des personnes âgées, en général, on prépare la sortie, on l'anticipe, on se soucie du problème, donc tout le monde travaille bien, mais ça ne marche pas. Donc j'ai choisi ensuite de m'intéresser spécifiquement aux transitions des personnes qui sont porteuses de plaies chroniques, toujours guidée par mon expérience de terrain. Donc c'était quoi mon vécu là-dessus? L'impression, par exemple, d'avoir très peu de matériel prescrit en sortie d'hospitalisation pour des plaies parfois vraiment étendues, hein, parfois pour des ulcères bilatéraux étendus. On a une ordonnance de sortie avec des petites compresses et 3 pipettes de sérum Phi, alors que par exemple pour des plaies post-opératoires parfois même minimes, on a des ordonnances type faites à l'hôpital qui nous délivrent beaucoup de matériel, même avec une sensation parfois de gaspillage. Donc quand on arrive chez quelqu'un qu'on n'a pas le matériel pour faire le soin, il faut repasser par la pharmacie, il faut represcrire du matériel et revenir chez le patient. Donc le relais en soins primaires, il prend du retard. Il y avait d'autres dysfonctionnements, parfois une plaie avec des soins non prescrits. Hein, on nous appelle pour nous demander une surveillance clinique liée au traitement, à la délivrance des traitements. On nous demande des soins d'hygiène, ça en général on n'oublie pas, mais on ne nous précise pas toujours qu'il y a un pansement à faire. Donc ensuite, j'ai fait des recherches bibliographiques non systématiques hein, pour bien cerner cette problématique des plaies chroniques de la personne âgée et vraiment compléter mon recueil pour prouver hein, que c'était important de s'y intéresser. Donc, j'ai trouvé que la prévalence des plaies chroniques, effectivement, elle augmente avec l'âge, donc c'est bien un problème des personnes âgées. Les complications peuvent être graves, d'où l'intérêt de bien les soigner. On a des infections, des amputations, une mortalité aussi. Elles affectent la qualité de vie des personnes âgées, hein, avec la douleur qui est souvent mentionnée, qui gêne leur qualité de vie. Une gêne sociale souvent liée à l'odeur. Elles affectent leur indépendance fonctionnelle, donc avec parfois une gêne à la marche, une perte de mobilité et une gêne pour réaliser les activités de la vie quotidienne. Alors souvent, la plaie chronique, elle n'est pas considérée durant l'hospitalisation comme une problématique médicale prioritaire et parfois on la découvre fortuitement. Ce sont les infirmières qui la découvrent fortuitement, que ce soit à l'hôpital, hein, parce que les libéraux aussi ne mentionnent pas toujours, ne font pas des transmissions en amont, ou ensuite en libéral. Et donc, parfois, on a vraiment une absence de relais professionnel en soins primaires. C'est aussi renseigné, ça, dans la littérature. Les soins de plaies chroniques, c'est un soin infirmier complexe. Ça nécessite une approche globale de la personne sur différents aspects. Hein. On interroge l'état nutritionnel, par exemple, le fait de prendre plus de médicaments, enfin voilà, plusieurs médicaments. Donc il y a vraiment un raisonnement clinique infirmier complexe à mettre en œuvre. Et ensuite, on a encouragé beaucoup ces dernières années l'autonomie des infirmiers dans ce domaine avec le droit de prescription qui a été accordé. Et donc, on a augmenté la responsabilité des infirmiers dans la gestion des plaies chroniques. Donc, ma question de recherche était la suivante. Comment les infirmiers hospitaliers et libéraux gèrent les transitions de soins post-hospitalisation des personnes âgées porteuses de plaies chroniques? Donc ensuite, j'ai fait ma revue de littérature systématique. Donc pourquoi on fait une revue de littérature systématique? D'abord, l'objectif, c'est de voir si cette question, elle a déjà été étudiée ou pas. Et si oui, quels ont été les résultats? Et voilà, si cette question a déjà été étudiée, l'idée c'est de redéfinir l'étude à mener en fonction de ce qui a déjà été dit, fait et conclu. Donc l'objectif de ma revue de littérature, c'était mettre en évidence le rôle spécifique des infirmières dans la planification et la réalisation des soins de transition post-hospitalisation de plaies chroniques chez la personne âgée. Et donc la base de données que j'ai interrogée, c'est PubMed. Alors la première étape, quand on commence, c'est de définir les mots-clés pour bien cibler notre question de recherche.
Donc, dans PubMed, on a les MESH, ça veut dire Medical Subject Headings. Donc, ce sont les mots-clés qui permettent l'indexation des articles donc, par les documentalistes de la National Library of Medicine, la NLM. C'est la grande bibliothèque à laquelle appartient PubMed ou Medline. Donc, il existe une méthode bien connue pour définir ces termes MESH. C'est la méthode PICO, qui permet vraiment de cibler la question à poser dans la base de données. Donc, P pour patient, donc quelle population, quelle pathologie, quel stade, enfin ce à quoi on s'intéresse, quelle intervention, donc ça peut être un traitement, un test diagnostique, une stratégie de soins, etc. C pour compare to, donc là c'est quand on a des essais qui comparent par exemple un traitement à un placebo ou à un traitement de référence, et outcome, donc ça peut être les critères d'évaluation, les effets, par exemple la mortalité, la guérison, etc. Alors donc, moi, les personnes auxquelles je m'intéresse, ce sont les personnes âgées atteintes de plaies chroniques. Et pour définir les MESH à utiliser, eh bien, déjà dans la plupart des bases de données, évidemment, il faut les formuler en anglais. Alors, soit on fait une recherche directe en anglais, si on maîtrise un peu. Sinon, il existe un MESH bilingue qu'on peut utiliser pour traduire. Mais de toute façon, ensuite, les articles qu'on trouve sont en anglais. Donc, peut-être qu'au fond, il faut mieux s'y coller dès le départ. Donc, ma population, moi, j'ai cherché donc mes personnes âgées déjà, donc qui se traduit par elderly. Donc, j'ai cherché directement. Là, je vous ai fait des imprimes écran de PubMed, donc ça veut dire personnes âgées. J'ai bien sélectionné à gauche dans le petit menu déroulant que je cherchais des termes MESH. Et donc ensuite, ça me propose différents termes MESH avec des définitions. Et voilà, et si je clique dessus, j'ai même le détail, la classification, un peu plus bas là, du terme MESH. Et quand je décide donc de le retenir, parce que la définition me convient, correspond à ma question, j'ai plus qu'à cliquer là où je vous ai mis la petite flèche sur ajouter à mon équation de recherche. Donc là, on précise bien que aged, c'est pour les personnes de 65 à 79 ans, et que si je veux inclure les personnes encore plus âgées, il faut que j'ajoute le terme MESH aged 80 and over. Donc, je suis allée chercher, voilà, pour l'ajouter. Comme ça, j'avais vraiment toutes les personnes âgées de plus de 65 ans dans mon équation de recherche. Donc, je reviens juste un petit peu en arrière. Alors, pour mon I, l'intervention, donc les soins transitionnels, on voit d'emblée que ça va être un petit peu plus compliqué de trouver les termes MESH. Parce que ce que moi j'appelle soins transitionnels, ça va peut-être être appelé un peu différemment selon les articles, selon les endroits du monde où ils ont été publiés, et ça va mobiliser d'autres notions. Donc, j'ai un peu creusé ce que je voulais mettre, moi, dans soins transitionnels. Donc, j'ai ajouté les notions de continuité des soins et de coordination des soins. Je pensais que les articles qui abordaient ces notions donc, allaient parler des soins transitionnels. Donc, pour ça, il existe un site qui s'appelle eTop, sur lequel on peut aller pour trouver des MESH adaptées aux notions comme ça, pour lesquelles on se demande ce que ça peut être le mot-clé. Alors, je vous montre eTop. Donc là, en haut, on peut même choisir français. Donc, on peut faire la recherche en français, là. J'ai cherché quand même en anglais direct parce que c'était pas très dur à traduire. Donc, Continuity of Care, on me propose le MESH, sa définition. Et puis j'ai fait pareil donc pour coordination des soins et pour transitional care. Enfin voilà, j'ai fait pareil à chaque fois. Dans le deuxième onglet, là, on voit même un petit peu comment sont hiérarchisés les termes MESH aussi, un peu comme dans PubMed, et donc on voit ce qui nous intéresse là-dedans. Donc je vois bien que sous Continuity of Patient Care, il y a Transitional Care. Donc je suis bien vraiment dans ce que je voulais cibler. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu une synthèse sur tous les termes MESH que m'a proposé eTop,
Et pour chacun d'eux, j'ai défini si ça correspondait à ma question ou pas. Donc, est-ce que je les ai retenus ou pas? Voilà. Donc, après les termes mesh, c'est pas fini. Donc, il faut choisir les opérateurs booléens. Donc, les opérateurs booléens sont les petits mots and, or, not, qui vont combiner entre eux nos mots-clés. Donc, c'est important de bien les choisir pour que en fait, la base de données nous montre vraiment les articles qui correspondent bien à notre question de recherche. Donc, quand on met or entre deux mots-clés, donc tous les articles qui mentionnent l'un des deux mots-clés ou l'autre, ou les deux, vont apparaître. Quand on met and entre deux mots-clés, on va avoir tous les articles qui mentionnent les deux termes en même temps. Enfin, il faut que les deux termes soient présents dans l'article. Donc là, je vous ai mis ma petite zone hachurée grossièrement qui montrait les articles dont j'avais besoin pour répondre à ma question. Et donc, j'ai choisi les opérateurs booléens en fonction. Donc, voilà mon équation de recherche. Donc, transitional care, or continuity of patient care, or disease management, and leg ulcère. Donc, ça, c'était le terme mesh pour plaie chronique, and nursing pour les soins infirmiers. Donc, vous voyez, j'ai fini par finalement retirer deux mèches, ceux qui étaient liés à l'âge, hein, justement, dont je vous ai montré tout à l'heure la méthode Age et Age 80 and over, parce que finalement, quand on fait aussi un peu de recherche, en général, on n'est pas tout seul et il y a des gens un peu plus qualifiés que nous qui nous aident. Et quelqu'un m'a fait remarquer très justement que les plaies chroniques, finalement, ça concernait en général de facto les personnes âgées dans les études et que je risquais de restreindre le nombre d'articles retenus. La date à laquelle on fait la revue systématique est importante, hein, puisque là, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est celle que j'ai faite en septembre 2019. Mais hier, en faisant mon diaporama, j'avais 53 références, alors qu'en septembre, donc j'avais, là je vous mets mes résultats, 50 articles trouvés par l'équation de recherche. Donc, quand on a nos 50 articles, il va falloir trier là-dedans ceux qu'on va vouloir retenir pour notre revue de littérature. Le travail n'est pas fini. Donc d'abord, la première étape où on va éventuellement exclure des articles, c'est à la lecture des titres. Donc moi, j'ai exclu les articles sans résumé disponible ou qui exploraient les répercussions biopsychosociales des plaies chroniques pour les patients, parce que ça, c'était des choses que j'avais faites avant dans ma recension des écrits, dans ma revue narrative en fait, qui sont des études observationnelles sur la douleur, la qualité de vie, la restriction d'activité sociale. Ça a été beaucoup documenté, donc j'avais quand même beaucoup d'articles qui abordaient ça. Ça concernait pas la transition de soins que moi je voulais étudier. Donc ma deuxième étape d'exclusion, c'était à la lecture des résumés, des abstracts. Donc là, j'ai exclu encore d'autres articles qui ne s'intéressaient pas forcément au suivi infirmier, dans le suivi des plaies chroniques. Pourtant, j'avais bien, vous vous souvenez, nursing dans mes mèches, mais voilà, il y avait encore des articles qui s'intéressaient, par exemple, je crois qu'il y en avait sur la podologie, tout ça. Enfin, voilà. Et des articles qui n'étaient pas disponibles en texte intégral avec les identifiants universitaires que moi j'ai. Voilà. Et la troisième étape, j'ai encore exclu 5 articles en lisant en entier tous les articles parce que finalement, c'était beaucoup des guides cliniques, des méthodes de soins pour les plaies chroniques. Donc, il ne s'intéressait pas non plus à la transition que je voulais étudier. Alors, ça, c'est mon diagramme de flux qu'on fait pour montrer la méthodologie qu'on a suivie qui synthétise tout ce que je viens de vous dire. Donc, l'équation de recherche avec 50 résultats. La lecture des titres, j'en avais plus que 23. La lecture des résumés, 10. Et après lecture des articles entiers, j'ai retenu 5 articles pour ma revue de littérature. Alors, ensuite, les articles inclus, il va falloir les lire de façon critique et en tirer des enseignements, ou des choses qui vont éclairer notre question de recherche. Donc là, j'ai mis ensemble mes articles 1 et 2. Donc, on a une étude suédoise et l'autre belge qui traite des soins infirmiers de plaies chroniques en soins primaires.
donc ça se rapproche quand même bien du sujet. Donc on a évalué la qualité des soins infirmiers selon les critères de jugement suivants, donc l'adhésion aux recommandations de bonnes pratiques par les infirmiers, les transmissions, la traçabilité des soins, l'évaluation infirmière multidimensionnelle qu'ils ont réalisée, donc le raisonnement clinique infirmier, et l'implication du patient, la démarche éducative. Je l'ai mis en rouge, vous allez voir pourquoi ensuite. Et ce que pointent ces deux études, c'est qu'on a quand même des grandes disparités de pratiques entre les infirmiers, avec des effets sur la continuité des soins, et pas seulement, sur l'efficacité et même la sécurité des soins. Donc, ma troisième étude, c'est une étude australienne et c'est un essai randomisé contrôlé, donc où on a voulu évaluer un programme de soins infirmiers communautaire sur les plaies chroniques. Je bafouille parce que je ne vois pas tout mon texte avec l'interface de communication. Ce programme, il associait des soins basés sur les données probantes et la participation des patients à un leg club, donc ce qu'ils appelaient un leg club. Donc ces patients, ils se rencontraient dans des ateliers collectifs et ils se conseillent mutuellement, ils se soutiennent et ils définissent ensemble en fait les bons comportements à adopter pour influer positivement sur leur plaie. Et donc, cet essai randomisé contrôlé, il a montré un taux de guérison à 12 semaines significativement supérieur dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, et ce qui est un peu critiquable dans cette étude, c'est que c'est une étude pilote réalisée sur un tout petit échantillon. Il y avait 33 patients au total entre les deux groupes, répartis entre les deux groupes, donc ça mériterait d'être à nouveau réalisé pour être plus probant. Le quatrième article inclus, donc c'est un article néerlandais où on a élaboré et réalisé une étude préimplantatoire de soins infirmiers des plaies chroniques. Donc c'est une clinique ambulatoire qui a mené ça. Donc les grands principes qu'ils ont retenus sont notamment le fait qu'il faut impliquer le patient et qu'il faut créer du lien avec les infirmiers en soins primaires, donc ceux qui réalisent les pansements. Donc là, on voit quand même qu'on parle un petit peu de lien ville-hôpital dans cet article et d'une collaboration qu'il faut développer. Et enfin, mon cinquième article, c'est une étude de cas qui parle du suivi d'un patient, d'une personne porteuse d'une plaie, et qui sort de l'hôpital et qui est suivi donc par une IPA, infirmière en pratique avancée, APN en anglais, Advanced Practice Nurse, donc qui est APN de transition. Donc elle réalise un suivi téléphonique du patient, des visites à domicile et elle définit aussi avec les infirmiers, ce que nous on appelle infirmiers libéraux, en tout cas les infirmiers de soins primaires, les stratégies de soins à développer. Et elle veille à impliquer le patient dans ses soins. Donc, elle décrit qu'il y a quand même eu un effet très positif, parce que le patient n'a pas été amputé, alors qu'au départ, c'est ce qui était préconisé, et son pronostic fonctionnel a été amélioré, puisqu'il a remarché et même il a pu reconduire. Donc, la discussion que je fais de cette revue de littérature, c'est quand même que j'ai trouvé peu d'éléments de réponse à ma question de recherche. Et finalement, j'ai qu'une seule étude qui traite vraiment de la transition qui m'intéresse. Non pas la quatrième là, mais la cinquième étude, je me suis trompée en l'écrivant, dont je viens de vous parler. Mais c'est quand même une étude qui a un faible niveau de preuve, parce que c'est une étude de cas. Et en plus, du coup, faible niveau de preuve, étude de cas, donc généralisation difficile, on ne peut pas généraliser ces résultats. En plus, sûrement que mettre une infirmière en pratique avancée derrière chaque patient âgé atteint d'une plaie chronique qui sort de l'hôpital, ça va être difficilement réalisable et difficilement justifiable d'un point de vue médico-économique. Donc sans doute vraiment une très bonne chose et
et à préconiser, mais à réserver sans doute aux plaies vraiment complexes. Autrement, donc les différentes études, elles mettent quand même en évidence les principes à suivre pour réussir les soins infirmiers transitionnels. D'abord, de développer l'autonomie et le jugement clinique des infirmiers, de développer la communication et la collaboration ville-hôpital, et ça, on l'a vu dans toutes les études, d'impliquer le patient. Par contre, les principes sont affirmés dans les études, mais pas toujours suivis de propositions concrètes. Donc, et je n'ai pas trouvé, vous voyez, de programme testé avec un haut niveau de preuve. Essai randomisé, contrôlé, avec un grand effectif, avec beaucoup de patients inclus, j'ai rien trouvé là-dessus. Donc, j'en ai déduit qu'il manquait quand même une compréhension plus fine des pratiques infirmières à l'hôpital et en soins primaires pour pouvoir proposer des actions collaboratives réalistes et efficaces. Donc, en conclusion, cette revue de littérature, elle m'a permis, durant mon Master 2, de réaliser une étude qualitative, une enquête de terrain où je suis allée dans les unités de soins, mener une étude ethnographique auprès d'infirmiers hospitaliers, et aussi j'ai réalisé des focus group d'infirmiers libéraux afin de comprendre vraiment les spécificités dans les pratiques de chacun, et ensuite identifier éventuellement des points de fragilité dans la trajectoire du patient qui pouvaient expliquer pourquoi il y avait des ruptures dans la continuité des soins. Cette première étude, elle nous a permis aussi de commencer à travailler sur un projet de recherche-action, donc en soins infirmiers, pour lequel on cherche en ce moment des financements, et qui viserait à implanter puis à évaluer un programme de soins infirmiers transitionnels innovants, toujours à destination des personnes âgées porteuses de plaies chroniques. Voilà, et cette revue de littérature aussi, j'ai eu la chance de pouvoir la publier donc, dans l'Infirmière Magazine récemment. Donc, ce que je voulais transmettre à l'issue de cette présentation, c'est que la revue systématique, elle est accessible à tous les infirmiers, à tous les soignants qui veulent conduire une recherche. Il suffit vraiment de s'approprier, d'être rigoureux dans la méthode, de se former un petit peu, mais c'est tout à fait accessible à tout le monde. Et que c'est une étape préalable nécessaire quasiment à toutes les recherches. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Merci Elodie.